Bonjour à tous, peuple d'Afrique, peuple de l'AES, peuple du Mali, du Burkina et du Niger, peuple du monde entier. On est de sortie encore aujourd'hui avec le grand frère Iboussi pour venir parler de l'actualité de l'AES et vous dire un petit peu tout ce qu'on a pu retenir de ces 2 derniers jours concernant l'actualité. Iboussi, si tu veux saluer l'audience avant qu'on commence. Donc, je salue toutes les personnes qui se donnent la peine de nous regarder et d'essayer d'avoir les véritables nouvelles de l'AES. Parce que Ouais, c'est ça. ça, ce plateau, c'est les véritables nouvelles de l'AES. Ce qui Ouais, se passe dans notre zone, ici, on en parle. c'est ça. Et ceux qui veulent aussi qu'on parle de certains sujets dont on ne parle pas, ils peuvent les mettre dans les commentaires. Comme ça, on va Exactement. faire les recherches pour eux et mettre ces informations à leur disposition. Ouais. Ok, donc comme le grand frère vous l'a dit, ici c'est pour faire un tour de l'AES. Ok, ensuite aussi on avait fait une vidéo ensemble tous les deux pour parler en fait d'un journaliste qui avait eu des propos concernant le président Mamadi Doumbia. C'était le journaliste Seydou Omar de Traoré, que tout le monde connaît, qui est un éminent journaliste au Mali, que tout le monde connaît, qui est très connu, et qui fait des émissions en ligne sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il donne son opinion, il fait ses analyses. Un journaliste. Et il avait eu des propos assez, on va dire, désobligeants concernant le président de la Guinée, le général Mamadou Doumbia. Et suite à tout ça, suite à toutes ces réactions-là, on a appris hier, suite à une vidéo qu'il a fait, dans laquelle il présente ses excuses non seulement au peuple guinéen, en même temps au peuple malien qui lui en a beaucoup voulu de cette sortie, au peuple de l'AES en général. Et aussi dans sa vidéo, il a expliqué comme quoi les autorités maliennes, du moins la justice malienne, l'avaient appelé au niveau de la cybercriminalité pour qu'il puisse venir répondre de ce qu'il a dit. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, bon, d'abord, le fait qu'il s'est excusé, c'est très bien. Ouais, ça c'est une très bonne Parce chose. qu'une personne, quand tu fais une erreur et que tu la reconnais, c'est bien. C'est bien. On avait fait, hein, on avait parlé, on avait montré notre désaccord vis-à-vis de lui. Mm. Peut-être même qu'il a vu notre émission, hein, parce qu'il a C'est dit qu'il a probable. suivi des émissions dans Mm. lesquelles certaines personnes le critiquaient, des gens qui lui-même connaissaient. Mm. Mais effectivement, c'était une manière aussi de dire que non, 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 beaucoup de Maliens, la plupart des Maliens ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mm. D'autant plus que la plupart de nos armes viennent d'où? De la Mais Guinée. même l'autre jour, il y a de cela 2 mois de cela, 2 mois et demi de cela, il y a des armes qui sont venues. Mm. Depuis le matin, 9h, 10h, jusqu'à 14h, 15h, 16h, il y avait des armes qui quittaient la Guinée pour rentrer sur le territoire malien. Mm. On a fait 7h, 8h, 9h, 10h d'affilée, il y avait des armes qui venaient. Je me rappelle, C'était un convoi qu'on n'avait jamais vu de la vie. c'est deux Oui. cargos russes qui Et étaient venus. après cela, il y a eu d'autres convois qui sont venus encore par la suite. Donc, lorsqu'un pays, vous permet d'avoir accès à vos armes, qui vous permettent de faire votre guerre, on ne doit pas sortir, on ne doit pas s'hasarder à dire des choses sur ce pays-là. Non, non, non. Et il y a beaucoup d'autres choses entre nous et la Guinée. L'autre jour, je crois qu'on l'avait dit, Mm. et on remercie Selouma Traoré, le fait qu'il ait eu en fait la présence d'esprit de s'excuser. Il a fait à partir de Kidal, de la ville symbolique de Kidal, et c'est très bien. Et lui-même, il a précisé, hein, il a précisé qu'il a même affaire à la justice. Mm. Parce que le pôle anti-cybercriminalité lui a fait appel. Hein, et en principe, le vendredi passé, il devait répondre. Mm. Il devait répondre. Et je pense que, je ne sais pas si l'autre jour on l'a dit, mais la plupart des vidéos qui avaient été faites, il avait demandé à les supprimer. Oui, oui. Et ce qu'il a Il dit avait dans sa demandé à les vidéo. supprimer. Mm. Et depuis ce temps-là, on l'avait annoncé aux gens qui nous suivent. Ouais. C'était pour dire que, bon, en fait, l'homme l'a fait, mais après lui, il a regretté, il a C'est ça. compris que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Il l'a dit, il a annoncé, c'est un signe de grandeur. C'est ça. Quand quelqu'un fait quelque chose et qui n'est pas bien et qu'on reconnaît que c'est pas bien, ça nous arrive à tous de faire des erreurs. Exactement. Quand on prend la parole tous les jours, pendant plusieurs années, des fois on dit des choses qui ne sont pas bonnes. Mm. Et il faut savoir s'excuser. Et je pense que nos frères guinéens vont nous excuser. Oui, oui, ça on n'a pas trop de doute là-dessus. Et je pense que, en fait, comme tu as dit, c'est vraiment un signe de grandeur. De savoir dire, OK, ici,
j'ai dit des choses qui ont peut-être dépassé ma pensée, je m'excuse de ce que j'ai fait, je m'excuse de ce que j'ai dit, je retire mes propos, et si même il essaye déjà de faire retirer toutes les vidéos dans lesquelles il a tenu ses propos, on peut que l'en féliciter par rapport à ça. Et comme je l'avais déjà dit dans une autre discussion, il faut avoir du courage en fait pour pouvoir s'excuser. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est un acte qui demande du courage. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais en tout cas, c'était important pour nous de revenir là-dessus, comme on en avait parlé au départ. Maintenant, la suite logique des choses, il s'est excusé. Donc pour moi, je pense que la balle est maintenant à terre. On peut passer à autre chose. Parce que c'est important. Donc on a vu, enfin, dans cette semaine, que l'AES a décidé et a mis en place, enfin, a créé la banque d'investissement de l'AES. Qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que ça implique des choses supplémentaires et à quoi va servir cette banque d'investissement pour l'AES, selon toi? Oui, bon, vraiment, merci pour cette question-là, le grand base. En fait, la banque d'investissement de l'AES, c'est un petit peu comme la banque d'investissement de la CEDEAO. Un petit peu partout dans le monde, les organisations ont des banques d'investissement, c'est pour lever des fonds. C'est pour lever des fonds. Évidemment, nous allons mettre des fonds et les pays de l'AES vont y déposer des fonds, mais c'est pour principalement lever des fonds pour régler les problèmes d'infrastructure, de tout ce dont on peut avoir besoin. Dans nos pays, on a besoin des rails. Par exemple, les pays de l'AES ont besoin des rails. On veut faire des rails, peut-être, qui vont quitter, je ne sais pas, le Niger pour passer par le Mali, passer par le Burkina, des rails qui vont aller en Guinée ou bien aller au Togo ou bien en Côte d'Ivoire. Bon, ces rails-là, tout le monde sait que les rails, ça permet de développer un pays. Ça gâte moins les routes. Évidemment, quand il y a des rails, on gâte moins les routes. Voilà. Donc, on investit beaucoup de milliards dans nos routes chaque année. Mais si on avait des rails, on va régler beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, si l'AES veut le faire, il faut de l'argent. Et l'argent, on va l'avoir comment? Si on a déjà une banque dans laquelle on met beaucoup d'argent déjà, il y a des investisseurs qui peuvent nous aider. Et cette banque-là, elle va servir pour faire nos investissements. Tout le monde sait que dans l'AES, et ce n'est pas uniquement dans l'AES, dans l'Afrique de manière générale, on a des problèmes d'électricité. Hein? Et même chez nos amis les Français, il y a des problèmes d'électricité. Tu vois, donc, et les problèmes d'électricité, c'est commun en Afrique, c'est commun aux Africains. Donc, si demain, par exemple, on veut investir dans les infrastructures électriques, la banque d'investissement, elle va s'y mettre. Et ainsi de suite. Elle va intervenir partout, dans l'agriculture, etc. Voilà. Donc, principalement, c'est pour cela. Et je vois que le projet avance vite. Ça avance vite, à grands pas, et c'est une bonne chose. Il faut mettre cette banque très rapidement en place. Ok. Et du coup, concernant cette banque de l'AES, comment en fait ils vont gérer pour alimenter en fait en fonds cette banque? Est-ce que ils vont faire appel à des investissements, on va dire, privés, internationaux, locaux, ou est-ce qu'il y a déjà une taxe qui est prévue? Je sais qu'il y avait la même chose avec la CEDEAO, il y a un certain pourcentage qui est pris et qui est directement reversé là-bas. Est-ce que ça va se passer comme ça ou est-ce que tu as des informations concernant cela? Oui, effectivement, ce que l'on sait d'abord à ce stade-là, c'est que effectivement, au niveau de la CEDEAO, il y a des prélèvements qui étaient faits dans chaque pays pour renflouer les caisses de la banque d'investissement de la CEDEAO. Donc, bon, maintenant, c'est sous cet argent qu'on déposait là-bas. On ne va plus continuer à déposer ça là-bas. On va déposer ça maintenant au niveau de la banque d'investissement de l'AES. On va déposer les sous là-bas. Je ne me rappelle plus de combien de pourcents, mais il y a un montant qu'il fallait déposer. Et puis, évidemment, il y a des pays qui sont fermes. C'était 0,5%. C'est pas quel pourcent? Non, 0,5 je crois. Combien? 0,5. Ah, 0,5, ok. Ou 1,5, okay. je ne sais plus. D'accord. D'accord, très bien. Donc maintenant, ça c'est déjà bien. Maintenant, évidemment, il y a des pays qui vont nous accompagner. D'après les informations que j'ai eues, il y a la Russie qui veut nous accompagner, il y a la Chine qui veut nous accompagner, il y a les amis des Algériens, les Émirats Arabes Unis qui veulent nous accompagner, oui, ainsi que les Marocains, tous ceux-ci veulent nous accompagner. Ouais. Et donc, c'est des pays qui en ont de l'argent. Et puis, voilà, lorsqu'il y a une banque qui
qui est là, qui est préparée à cet effet. Et cette banque-là, elle peut plus facilement faire les investissements pour nous. Et puis en sachant que, bon, éventuellement, si nous prêtent de l'argent, ce qu'ils vont avoir en retour aussi, on va discuter de cela. Ouais. Donc, c'est ce que nous savons de cela. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que lorsque je vois le Premier ministre du Niger qui est là, qui est venu au Mali, tout le monde sait que c'est un très grand banquier, hein, Ouais. Lamine Zeine. Tout le monde sait que c'est un éminent banquier et qui est là avec nos ministres, ils se battent pour cela. Et on ne risque pas de se tromper. Cette banque confédérale, quand on va la mettre en place, elle va lever des fonds et on saura où avoir les fonds. Et il y a beaucoup de pays aussi qui sont cachés, qui sont, comme on le dit, qui sont sous l'eau, qui veulent, quoi. Mais ils avaient un peu peur de nos anciens amis, la France. Et parce qu'effectivement, quand on venait ici, dans les pays de l'AES, il fallait forcément demander la permission, l'autorisation à la France pour pouvoir nous parler, pour pouvoir faire les choses avec nous. Maintenant, ces pays nous ont dit non, allez-y, allez-y, allez-y. Comme ça, quand ça va se faire, nous, on va mettre le pied dans le plat et puis voilà. Ok, d'accord. Dernière question concernant la banque d'investissement de l'AES. Il y a pas mal d'intellectuels, d'analystes et des gens en fait qui cherchent à comprendre les choses. On dit que c'était très probablement une première pierre vers l'avancée, vers la création de la monnaie de l'AES. Qu'est-ce que tu penses toi de ça? On est obligé d'aller vers la monnaie. Le président du Faso IB l'a déjà dit. Le président du Niger, le général Abdraman Tchani l'a dit. Le président malien, lui, il ne parle pas beaucoup. Voilà, il ne parle pas beaucoup. Mais voilà, nos différents pays, ils l'ont dit. Ces différents présidents l'ont dit de manière très claire. Ils veulent aller vers leur monnaie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'autre jour, pour ceux qui ne suivent pas beaucoup les actualités de l'AES, c'est la raison pour laquelle l'autre jour, le président du Faso, lorsque le général l'anglais, le général américain d'Africom, qui a fait que IB a été adulé par toute la planète entière, par tous les panafricains, par tous les Africains du monde, par tous les Noirs du monde, le général avait accusé le capitaine, le président du Faso, de s'emparer de l'or du Burkina pour lui seul. Eh bien, IB, lorsqu'il est sorti, il a dit clairement, il a dit que depuis le Burkina que personne n'a jamais stocké de l'or. L'or n'a jamais été stocké. Donc, voilà, que c'est la toute première fois sous son magistère que le Burkina est en train de stocker de l'or. Oui, il stocke de l'or. Et pourquoi il stocke de l'or? Quand on stocke de l'or, tout le monde le sait, c'est pour après, à partir d'une certaine quantité d'or, eh c'est pour créer sa monnaie. Et la monnaie, elle est adossée à l'or. Une fois qu'elle est adossée à l'or, eh bien, celui qui ne veut pas de notre monnaie peut avoir de l'or pour être payé. C'est l'or qui fait taire les gens. Lorsque tu émets ta monnaie et que quelqu'un dit non, moi je ne prends pas ta monnaie, tu peux le payer en or. Et quand les gens savent que tu peux le payer en or, ils savent qu'il y a une compensation, il y a une confiance qui est là, ils ne vont plus demander l'or. Ils vont se baser sur ta monnaie et considérer ta monnaie. C'est comme toi, quand tu vas à la banque, à tout moment, tu sais que ton argent, tu peux l'avoir. C'est la raison pour laquelle tu laisses ton argent à la banque. Si à un moment donné, il n'y avait plus de confiance, eh bien, c'est pas sûr que tu vas laisser ton argent là-bas. Donc, si le Burkina stocke de l'or, on sait que les autres pays de la USSI sont en train de le faire. Et voilà. Et aussi, il y a un truc qui est important, c'est qu'on remarque que les pays de l'AES, le Burkina, surtout là-bas c'est bien visible, mais un peu partout dans l'AES, ils commencent à créer des usines, de l'industrie, au niveau agroalimentaire, d'essayer d'améliorer l'agriculture pour pouvoir aménager beaucoup plus, on va dire, de terres agricoles et tout ça. Tout ça, en fait, ça concourt à tout ça parce qu'en fait, ça va permettre l'exportation de nos produits. Et du coup, en fait, on pourra demander en fait, aux pays qui veulent acheter nos produits de nous payer dans nos devises. En fait, avec notre argent. Donc, ils devront nous payer, par exemple, on pourra commercer avec ces pays-là dans les monnaies locales, un peu comme font les BRICS aujourd'hui. Chacun paye avec sa monnaie. Si tu as besoin de quelque chose de chez moi, tu payes avec mon argent avec lequel je t'avais déjà payé, par exemple des armes. Toi, tu veux acheter du coton, tu reprends cet argent-là et toi, tu me machin. Et moi, quand je veux payer, par exemple, si c'est avec la Chine, je vais payer en yuan avec lequel tu m'avais déjà payé auparavant certains trucs. Donc, les échanges, ils peuvent aussi se faire comme ça et ça, c'est assez important.
Et Oui, oui. après, Et ça, puis c'est les c'est économistes important qui de connaissent. préciser aussi aux gens que l'AES veut commencer avec un fonds initial de 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA. Et la Banque confédérale elle va commencer avec cela. Donc, comme D'accord. tu l'as si bien dit, c'est effectivement cela. Les industries qui sont en train de créer, eh bien, c'est pour simplement créer de la richesse. Parce C'est ça. que quand on a des industries de transformation sur place, et bien, ça permet de créer de la richesse. Ça crée des emplois, donc de la richesse, et c'est bon pour l'économie, C'est ça, et, exactement. c'est bon pour les banques. Ouais. C'est ça. Donc ensuite, on va passer à, toujours dans l'AES, mais cette fois-ci au Burkina. Au Burkina Faso, on a vu donc que l'État, enfin l'armée burkinabé, avait saisi 900 motos depuis plus d'un mois qui étaient à destination des terroristes. Et ils ont expliqué que, donc en fait, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont saisi ces motos-là, qu'ils avaient laissé partir les chauffeurs exprès pour qu'ils aillent dire aux propriétaires de ces motos de venir s'expliquer de la destination de ces motos, de montrer les papiers et tout ça, si tout était en règle, et que les personnes n'étaient jamais venues. Et que du coup, ils en avaient déduit que ces motos-là étaient à destination des terroristes parce que les propriétaires ne pouvaient pas venir s'expliquer. Et que la valeur de tout ça hors taxe, c'était 750 millions de francs CFA, et qu'avec les taxes, on a avoisiné les 1 milliard. Je pense qu'un commerçant qui perd 1 milliard, il ne peut pas se permettre de ne pas venir récupérer sa marchandise. Qu'est-ce que toi tu C'est clair. penses? Qu'est-ce que toi t'en penses? Non, non, c'est très simple. Hein. Les choses sont assez claires. Ces motos étaient destinées en fait aux groupes armés terroristes qui sont en train d'endayer nos pays depuis C'est ça. plusieurs années. C'est un réseau qui a été mis sur place et ils sont ravitaillés, on les ravitaille en moto, on leur fournit des motos, ils passent par des commerçants de chez nous, des commerçants véreux inconscients et je crois que ils ont même mal fait de laisser les chauffeurs partir comme ça. Généralement, quand on voit des choses comme ça, il faut tout faire pour essayer de mettre la main sur les acteurs. Toute personne qui transporte des motos de très grand nombre, de motos à grand nombre comme ça, il faut tout faire pour les prendre et pour savoir réellement ce qu'il y a. C'est clair, rester des motos à destination des groupes armés terroristes et c'est la raison pour laquelle ils disparaissent tous. Et je profite de l'occasion pour dire accentuons les contrôles, Les fouilles. activons les brigades cynophiles, Effectivement. activons les scanners, faisons tout ce qu'on peut pour faire en sorte que tous ces gros camions qui rentrent là, et ces cars qui rentrent, ces véhicules personnels qui rentrent, faisons des fouilles très sérieuses pour essayer de mettre la main sur beaucoup de choses. Hein, parce que même au Mali, ici, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. Il y a des explosifs qui sont rentrés dernièrement, des bâtons d'explosifs, plein qui sont rentrés, on les a pris. Il y a des chargeurs d'éclairage téléphonique qui ont été récupérés aussi. Voilà, ça passe par nous, ça passe par des Maliens, par des Burkinabés, par des Nigériens, malheureusement, qui sont véreux. Et ça passe par d'autres nationalités qui sont dans les alentours. Donc, il faut qu'on accentue les contrôles. C'est vrai, c'est important. Et ouais, en tout cas, c'est important, mais pour aller sur une note un peu plus, on va dire, joyeuse, mais toujours au Burkina, on a vu le capitaine Ibrahim Traoré aller, on va dire, visiter une usine qu'il a réhabilitée, une usine de noix de cajou, enfin qui gère la pomme de cajou et la noix de cajou. Donc on a vu qu'il a été vraiment ovationné par les femmes qui travaillaient dans cette usine, qui avait été licenciée auparavant. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il en est de tout ça? Non, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'était cette usine qui travaillait les noix de cajou. Eh bien, cette usine-là, eh bien, les personnes qui la dirigeaient, les personnes qui avaient amené les capitaux de l'argent, étaient des Hollandais. Et les Hollandais, puisque le Burkina Faso a fait un choix de choisir le capitaine, il y a eu 2 coups d'État chez eux, ils ont choisi le capitaine, les Hollandais n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, ils ont dit qu'ils vont partir, ils vont quitter le pays. Ils ont quitté le pays et en 2004, et disons en 2024, on va dire 2024, quand ils sont partis, l'usine a été fermée. Il y avait plus de 2000 personnes
Et sur les plus de 2000 personnes, il y a au moins 90% qui sont des femmes qui sont des femmes déplacées, parce que le Burkina est en guerre. Et c'est des femmes qui sont des femmes aussi de militaires décédés. Et c'était extrêmement dur. Imaginez votre mari décède, il était militaire, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent, vous avez un petit boulot, et ce boulot aussi, vous le perdez parce qu'il y a les Hollandais qui ne sont pas contents à cause du choix géopolitique que vous avez fait. Donc, c'est comme ça que le capitaine, lorsqu'il a appris cela, il a envoyé ses ministres, ses services techniques, etc. Et en l'espace de 1 an, ils ont remis en marche cette usine de noix de cajou. On peut dire noix de cajou ou noix d'acajou, les deux peuvent se dire. Et c'est comme ça qu'ils ont mis cette usine sur place. Et avec des capitaux burkinabés. Donc, c'est les Burkinabés qui ont mis de l'argent dedans. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour le bonheur de la population, les gens sont contents. Et ils sont même en train de voir aussi comment est-ce que, d'abord, ils avaient des problèmes de fourniture de noix de cajou. Et donc, l'État a pris des dispositions pour qu'on exporte partout. Voilà. Donc, l'usine a eu de la matière. Et maintenant, pour la clientèle aussi, l'État doit les aider pour qu'ils puissent vendre cela. Et c'est très bien. Et le capitaine ne s'est pas limité seulement à cela. Il a aussi mis la première pierre. Il a mis la première pierre de l'usine maintenant, de transformation maintenant de la pomme de cajou. Parce que la noix de cajou et la pomme de cajou, c'est le même fruit. C'est le même fruit qui vient de l'anacardier. C'est le même fruit. Donc, il y a la pomme et il y a la noix. Et la noix, d'abord, là, c'est bon, c'est réglé. Mais à 30 km de Bourreau du Lasso, à Péni, dans une commune qui s'appelle Péni, et bien là-bas, il y a une usine. Il a mis la première pierre de l'usine qui va maintenant transformer la pomme de cajou. Et ce jus-là peut servir à beaucoup de choses. Et c'est un jus qui est excellent. Et puis, voilà. Il a bouclé la boucle. Ouais, en tout cas, c'est très bien. Il n'y a que ça à faire dans nos pays. C'est la seule chose qui va nous permettre, en tout cas, d'avancer dans nos pays. Et puis, en tout cas, on ne peut que le féliciter par rapport à ça. Et féliciter les 3 présidents de ces 3 pays-là qui, on le sait, travaillent beaucoup pour l'amélioration, en fait, on va dire, de la vie des populations et aussi du développement du pays. Pour terminer très rapidement, on a vu aussi, on va passer maintenant au Niger. On a vu cette semaine, les Nigériens ont dévoilé un nouveau blindé qu'ils ont créé, un véhicule léger blindé qu'ils ont confectionné par leurs propres ingénieurs au Niger. Et ils ont montré ces images-là. Et franchement, c'est un véhicule qui a l'air plutôt bien, plutôt sympa, très sophistiqué. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, est-ce que tu penses qu'on a moyen en fait, de développer ce genre d'initiative encore plus? On a vu aussi, il y a eu un salon au Burkina où le Niger, le Mali et le Burkina avaient présenté pour le Burkina. Eux, ils sont avancés plutôt sur les drones et les blindés. Et le Mali aussi avait montré aussi des blindés qu'ils avaient confectionnés. Donc tout ça, est-ce qu'on peut commencer à imaginer une industrie de défense dans nos 3 pays? Non, mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas dit que l'intelligence, elle est russe. C'est clair. C'est clair. Dieu n'a pas dit que l'intelligence, elle est française. Non. Il n'a pas dit que l'intelligence, elle est américaine ou quoi que ce soit, ou bien chinoise. L'intelligence, elle est humaine. C'est ça. Il y a des génies parmi nous. Il y a des personnes qui sont extraordinaires. En fait, il y a des gens dans leur cerveau, ils ont des choses que certains n'ont pas. Et voilà, et c'est ça qu'on appelle le génie, c'est la magie. Quand ils se lancent dans quelque chose, ils arrivent à transformer cette chose-là. C'est vrai, voilà. Donc, c'est exactement cela. Aujourd'hui, l'intelligence n'a pas de couleur. L'intelligence n'a pas d'ethnie. Et l'intelligence n'a pas de nationalité. Et les Africains aussi, voilà, il y en a qui sont des génies. Comme au Niger, ils ont fait un véhicule léger blindé pour les forces spéciales, c'est très bien. Et voilà, et ça roule bien. Et souhaitons qu'ils améliorent cela et que de plus en plus, ils commencent à vendre cela. Et ça va forcément intéresser certains pays. Ça va intéresser d'abord nos différents pays de l'AES. Imagine un peu que nous-mêmes, déjà, on commence à acheter cela. Nos différentes armées commencent à acheter cela déjà. Et pour faire nos opérations. Et puis après, s'il y a des pays voisins qui sont intéressés, on peut leur vendre. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tous les autres pays qui sont en train de faire aussi. Oui, on a vu le Burkina Faso. Oui. Maintenant,
Mais t'as fait combien? Donc, tous les pays, et tous les pays tels que le Burkina Faso, on les a vus aussi, ils sont très avancés, leur industrie de l'armement avance bien et très bien aussi, et ainsi que le Mali, au niveau De l'atelier des ateliers centraux de Makala, c'est ça. et là-bas aussi ils avancent très bien. Non, c'est fantastique, il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent. Il y a des génies qui naissent tous les jours, il y a des enfants qui naissent tous les jours, qui ont des choses extraordinaires placées dans leur cerveau, qui vont résoudre des équations qui sont là depuis 40 ans, 80 ans, 100 ans. Donc on leur fait confiance et puis ça va y aller. Ouais, en tout cas, c'est des initiatives qu'on peut que encourager et féliciter. Et puis, normalement, ça devrait aller. En tout cas, on avance, on voit qu'on avance vers des choses clairement positives. Que ce soit Ouais. l'inauguration de nouvelles usines, que ce soit la pose de premières pierres pour des nouvelles usines, de nouvelles industries, que ce soit l'industrie de défense où nous-mêmes, on commence à confectionner nos propres armements. Donc, c'est des choses qu'on peut que féliciter et on voit que tout ça, ça avance plutôt bien. Donc, c'était ça, en fait, les thèmes qu'on avait à vous aborder aujourd'hui concernant le tour qu'on voulait faire sur l'AES. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'était un plaisir pour nous, en fait, de partager ces informations avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Donc, on se dit à la prochaine. À bientôt.